Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Un itinéraire ardu et prémonitoire. S'il veut apprendre, s'il veut aller de l'avant et réussir sa vie, tout individu doit y mettre une certaine détermination. Apprendre est avant tout synonyme d'exigence envers soi-même. Denis Sassoon GUESSO, Le Manguier, Le Fleuve et la Souris, Paris J.C. Lattès, 1997, 25. Une enfance émouvante, une famille noble. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Matthieu 13h55. Ils sont 4. Auréole la sage, Gracia le chef de famille, Bénie la douce et Junior le Gershom. Certains disent à Coco, 4 enfants c'est trop. C'est peut-être vrai. Mais quand on a la grâce d'avoir 2 garçons et 2 filles, aussi doux et adorables, nés d'une femme admirable et précieuse, qui vous semble être un don de Dieu, on ne peut pas se plaindre. Les enfants sont une source de joie pour Coco et son épouse. Une source intarissable d'autant qu'à côté, le jeune couple dut prendre comme en héritage Priska, la charmante jeune fille que les 2 sœurs de Coco confièrent à ce dernier avant leur mort. Priska est donc la seule fille qu'une des 2 sœurs disparues a pu avoir. À ce titre, elle est l'espoir de Coco et de ses frères. Mais surtout, la seule raison de survivre de la mère de Coco. Mohan TNTSIEETUNSANCH Tsitebi. Grâce à Priska, le lignage de la mère de Coco ne saurait être menacé d'extinction malgré la disparition de ses 2 filles. Priska contribuera sans aucun doute à l'extension et à la perpétuation du clan. Elle comblera le vide laissé par les sœurs de Coco. C'est tout cet amour qui fait de Coco un homme heureux. Il est d'autant plus comblé qu'il est chéri par tous les autres enfants de ses frères, et même de la famille élargie et de ses amis. De quoi a-t-on encore besoin lorsqu'on est entouré de tant d'affection? Lorsqu'on est l'espoir de toute cette progéniture, lorsqu'on est appelé papa de tous les enfants. C'est plus que l'abondance matérielle. C'est pour servir d'exemple à cette progéniture que Coco s'abîme dans de sempiternelles réflexions, dans son labeur quotidien. Les enfants sont d'ailleurs fiers de voir leur père se battre discrètement mais efficacement pour élever la famille, soutenir les frères et les amis. Les enfants sont émerveillés par les histoires que leur racontent leur père et mère sur l'enfance de Coco. Après avoir fait une brillante scolarité primaire, il échoua en classe de 3e, manquant 2 fois le brevet. Découragé, il fut prêt à abandonner les études. Il en avait d'ailleurs été exclu, parce que telle était la règle. 2 échecs à l'examen valaient une exclusion de l'établissement. Plusieurs de ses amis se retrouvèrent à la rue à la suite de la même sentence. N'ayant eu personne pour les inciter ou les aider à se réinscrire, ils se contentèrent d'apprendre des métiers manuels ou de recourir au petit commerce. Coco a failli subir le même sort. Son père, Joseph le charpentier, analphabète, époux de Marie-Thérèse, la ménagère, ne savait plus que faire. Il avait beaucoup compté sur Coco après l'échec scolaire de ses 4 premiers enfants. Coco est le 5e enfant d'une famille de 8 enfants dont 2 filles. Joseph a pourtant tout fait pour garantir à sa descendance un avenir radieux. Rentré de Libreville comme un indésirable à la suite de la guerre qui a opposé son pays, le Congo-Brazzaville, au Gabon, il entreprit de recommencer sa vie. La parcelle de terrain qu'il avait achetée avant d'aller à Libreville a été occupée par son neveu. Il réussit à se trouver une autre maison. Il vit désormais au milieu de sa belle famille à Mvumvu, dans une baraque en planches. C'est là que naquit Coco le 11 mars 1965. La veille de la naissance de Coco, il avait plu abondamment. La mère, Marie, éprouvait les vives douleurs de l'accouchement. Comment aller à l'hôpital dans une ville où l'on ne peut pas trouver de taxi la nuit? Tant pis. On fera comme d'habitude. La grand-mère de Coco était là. Elle qui s'est toujours improvisée en matrone. Pour elle, il suffit juste de prévoir des ciseaux pour que, après l'accouchement, soit coupé le cordon ombilical et extirpé le placenta. Exercice très difficile, mais telle était la pratique dans les villages et dans certains coins reculés de la ville. Pourtant, les autres frères de Coco n'ont pas subi le même sort. Pourquoi le faire à Coco? Il n'y avait pas de choix. Il faisait nuit. En plus il pleuvait. Sa mère ne pouvait pas marcher dans son état jusqu'à l'hôpital. Les dés semblaient jetés. Coco allait naître à la maison.
Par bonheur, peu avant 6h30 du matin, il avait cessé de pleuvoir. Vite, on alla alerter un voisin du quartier. Il conduisait un véhicule citerne de distribution de carburant. C'est lui qui, au petit matin, prit la mère de Coco et son père pour les laisser à l'hôpital Adolphe Cissé de Pointe-Noire. À 9h40, sous une pluie battante de Zundolo, Coco naquit. À 5 ans, Coco est inscrit au préscolaire, un privilège que n'ont pas eu la majorité des enfants de son quartier. Seule la fille du chauffeur du véhicule citerne était inscrite dans la même classe que Coco. Du coup, Coco jouissait d'un autre privilège. Il allait à l'école dans ce véhicule. Depuis lors, la scolarité de Coco était bien suivie. Il avait droit à tous les livres de lecture et à un trousseau scolaire complet. Lorsqu'en 1970 son père change de quartier, Coco est inscrit avec ses frères à l'école de Loangili Village. Coco devait marcher à pied sur une distance de 4 km environ. Le sable, souvent chauffé par le soleil accablant de l'Afrique, lui brûlait les pieds, il n'avait pas de chaussures. Il n'était pas facile de se faire acheter des sandales. La quasi-totalité des habitants de cette banlieue proche de Pointe-Noire marchaient pieds nus. Cette fois, Coco ne fit pas exception. Seulement, éveillé et apprécié par ses maîtres, Coco suscitait la jalousie de ses condisciples qui ne rataient pas la moindre occasion pour le frapper. Il avait donc tous les jours recours à ses frères pour que soient intimidés ces bourreaux qui le menaçaient chaque fois qu'il ne leur avait pas montré sa copie d'exercice, ou qu'il avait osé porter leur nom sur la liste des bavards. Coco se souviendra d'ailleurs qu'un jour, à la suite d'une cérémonie d'émulation où il fut déclaré seul admis de sa classe, ses condisciples lui tendirent une embuscade. Les garnements prétendaient qu'il les avait envoûtés par le biais de son grand-père, Nénei. Celui-ci était à la tête d'une secte religieuse. Coco fut bien tabassé au point qu'il résolut de ne plus aller à l'école. Ses parents durent intervenir, et le directeur de l'école menaça d'exclusion ceux qui en voulaient au pauvre petit Coco. Ce fut un grand soulagement quand Coco fut admis au concours d'entrée en 6e. Il allait changer d'univers, le collège. Malheureusement pour lui, une autre épreuve l'attendait. Les meilleurs élèves de chaque centre étaient orientés au collège Jean-Félix Chicaya, au centre-ville de Pointe-Noire. L'école recevait en règle générale les enfants des riches et des blancs. Comment Coco, ce fils de charpentier, allait-il affronter avec ses pauvres sandales, ses haillons, les autres élèves qui venaient en voiture dans des tenues propres bien repassées? Coco était victime d'une autre forme de violence, plus pernicieuse. Il lui arrivait même de demander l'aumône pour avoir de quoi payer son titre de transport, et éviter de parcourir tous les jours 40 km à pied, en aller-retour. Parfois, il s'adonnait au commerce de pigeons ou de poissons au marché les week-ends, pour gagner quelques sous. Il ressemblait parfois à un véritable enfant de la rue ou mieux, enfant dans la rue, pour reprendre l'expression qu'utilisera plus tard son épouse dans son travail de recherche sur « les enfants de la rue au Congo-Brazzaville ». Coco réussit à tenir bon. 3 années plus tard, il fut inscrit dans un collège de son quartier, au milieu des amis de la même strate sociale. C'est malheureusement là que l'échec scolaire le guettait, à l'image de ses frères. Tous en déperdition scolaire. Le premier, Yaogi, n'a pu réussir son bac et s'est retrouvé au marché comme vendeur de poissons avant que l'oncle Paulin ne lui trouve un emploi. Le deuxième, Jean-Pierre, pourtant brillant élève, s'inclina devant l'épreuve du brevet. Depuis, il ne faisait plus rien. Il ne lui est resté de l'école qu'une bonne expression française et anglaise qu'il a su parfaire. Ce qui lui permet aujourd'hui de percer dans l'art dramatique et de figurer parmi les promoteurs de la tradition orale franco-africaine au Canada. Maman Yabhe accent aigu, l'une des sœurs de Coco est la 3e de la famille. Elle a mis toute sa jeunesse au service de ses frères. Elle a dû abandonner ses études en classe de 4e. Elle faisait la cuisine, nettoyait le linge, accomplissait tous les travaux domestiques, pendant que la mère vaquait aux activités champêtres pour soutenir l'effort du charpentier. Coco et ses frères prenaient eux aussi part à ces activités champêtres. Ils étaient tous sommés d'accompagner leur mère toutes les fois qu'ils n'avaient pas école. Avec leur mère, les enfants rentraient le soir, tous fatigués, chacun avec une charge sur la tête. C'était soit du bois de chauffe, soit une cuvette remplie de tubercules de manioc. Qu'est-ce que ça pesait? Mais ces activités champêtres ont cultivé en eux le sens du devoir, l'esprit d'obéissance et le goût de l'effort.
Coco et ses frères étaient d'une obéissance qui forçait l'admiration des gens du quartier. En ce temps-là déjà, les vieux se plaignaient des changements négatifs survenus au sein des sociétés africaines. Dégradation des valeurs héritées de la tradition, dépravation des mœurs, acculturation, etc. Les jeunes devenaient de plus en plus désobéissants, désobligeants et discourtois. Très souvent, les anciens attribuaient cette dépravation à la culture occidentale. C'est pourquoi, chaque fois qu'ils voyaient Coco s'accroupir devant eux, pour formuler une demande ou donner un message de la part de son père, les vieux s'exclamaient et se réjouissaient de savoir qu'il y avait encore des jeunes qui savaient accorder du crédit à leurs valeurs culturelles. Pour les encourager à demeurer polis et obéissants, les parents de Coco citaient à leurs enfants ce proverbe « Chimwamuan chilanvuk, naulia chimkulutu ». Autrement dit, seul l'enfant obéissant est appelé à manger à la table des grands. La mère de Coco, qui ne se privait pas de faire piler le saka-saka, feuilles de manioc, par ses garçons, de leur demander de laver assiettes et marmites, leur faisait croire que de tels devoirs rendraient fortunés ceux qui les accomplissaient. Était-ce vrai ? En tout cas, il est clair que le dévouement et l'obéissance sont un réel atout pour la réussite. Michel, le quatrième de la famille, se mit à apprendre la mécanique après son échec scolaire. Mais très vite, il rejoint son frère aîné au marché par manque d'emploi. Fallait-il ajouter Coco à la liste ? C'est le deuxième fils de la famille, Jean-Pierre dit Yaya, qui le rappela à l'ordre. Coco n'était plus motivé à poursuivre ses études. Il décida de faire le concours du chemin de fer pour devenir aiguilleur. Son frère aîné s'y opposa farouchement, disant que la contagion risquait d'atteindre Célestin, Bibicha et Christ, les trois frères cadets de Coco. Il entreprit alors des démarches pour que Coco soit repris dans son établissement. Le directeur du collège, Dieudonné Pandy, accepta de reprendre Coco à une condition, que la famille fournisse le meuble dit table-banc de l'enfant. Le père de Coco consacra une bonne partie de son revenu mensuel pour faire fabriquer le meuble, d'une valeur de 6500 FCFA. C'était presque le tiers du salaire mensuel de ce pauvre charpentier, qui travaillait à l'époque dans une usine de déroulage de contreplaqué. Mais Coco n'était décidément pas au bout de ses épreuves. Après l'épineuse question du table-banc, la tenue scolaire posait à son tour problème. C'est que l'uniforme avait changé pour le collège. Il fallait désormais une chemise kaki et un pantalon bleu. On voulait distinguer les élèves du collège de ceux du lycée. Ces derniers devaient garder l'uniforme kaki. Quelle honte pour Coco! Tout le monde allait savoir qu'il avait encore échoué au brevet. Il reprit tout de même courage et décida d'affronter l'épreuve en se recroquevillant sur lui-même, s'éloignant des autres et adoptant la vie d'un garçon pervers. Il se faisait appeler Coolman. Il ne portait que des pantalons ou culottes jeans délavés, voire déchirés, qui cachaient mal sa misère et son dénuement. Au-delà de l'épreuve, sa vie de Coolman lui apprit à connaître un grand partisan de la liberté, Bob Marley. Coco appréciait sa musique et le style reggae. Il éprouva d'ailleurs beaucoup de compassion pour ce peuple noir de la Jamaïque, parti certainement de son pays par Chivelika, le port des esclaves situé à Loango, à plus de 15 km de Pointe-Noire. Le reggae, qui signifie peuple qui souffre mais ne trouve pas ce qu'il veut, est le nom donné à la danse et la musique jamaïcaine. Coco s'efforçait de traduire les chansons pour mieux les comprendre. Un exercice qui lui permettait de parfaire son anglais pour l'école. C'est dans ces conditions que Coco passa de nouveau son brevet et l'obtint. C'est le brevet d'études moyennes générales, BEMG en sigle, actuellement appelé brevet d'études du premier cycle, BEPC. Avec son BEMG, Coco devait fréquenter le lycée Karl Marx, le plus grand établissement de la ville. Il accueillait les enfants de 3 régions. Le Kwilu, dont Pointe-Noire est le chef-lieu, avec ses 4 districts, le Nyari avec plus de 6 districts et une grande ville appelée Dolisie, la 3e du pays, et la Bwenza. Coco y fut admis. Il avait le choix entre la série A, littéraire, et la série C, sciences, qui offrait par la suite la possibilité d'opter soit pour les sciences physiques C, soit pour les sciences naturelles D. Mais Sarox, un des cousins de Coco, allait peser sur les choix scolaires de ce dernier. En voilà un qui a également failli subir l'échec scolaire. Brillant élève, Sarox n'avait pu obtenir son bac. En dépit de tous ses efforts, il échoua à plus de 3 tentatives.
Tous ses amis avaient même fini leurs études universitaires. Il a réussi à se faire recruter dans la fonction publique, tout en repassant son bac, qu'il a finalement obtenu. Sarox décida ainsi d'utiliser ses relations pour inscrire Coco en section pédagogique. La filière venait d'être créée au lycée, pour former des instituteurs avec ou sans baccalauréat. Coco n'en voulait pas. Il prenait cette initiative de Sarox pour un affront. Les amis du lycée appelaient les élèves de la section pédagogique des essoufflés. C'était à croire qu'il n'était qu'un enfant incapable à qui il fallait trouver une porte de sortie, par le chemin le plus court. Coco avait de la passion pour le droit et pour le journalisme. Il aurait donc préféré être inscrit en série A pour espérer réaliser son rêve. Il faillit désobéir à son cousin Sarox, comme le fit Benoît, la fille de Jean-Paul, l'aîné de Sarox et instituteur de son état. De guerre lasse, enfant docile, Coco céda sans chercher à trop réfléchir. En réalité, il était loin d'imaginer l'exactitude et la justesse de la proposition de son cousin. Coco était alors formé pour être enseignant. Il apprenait la pédagogie et la psychologie de l'enfant. Très vite, il arrive à déceler les faiblesses du système éducatif congolais. Il engage des débats avec ses encadreurs sur les méthodes. Il prend goût au métier quoique toujours hanté par l'idée de faire de longues études. Au bout du premier mois de sa scolarité, Coco intégra l'internat du lycée, toujours sur les instances de Sarox. L'internat se trouvait dans l'enceinte du lycée Karl Marx. Le lycée était situé dans la zone industrielle de la ville de Pointe-Noire, près de l'Orstom et de la plage. On pourrait dire, comme l'écrivain guinéen Camara Lay, que c'était l'avant-dernière concession en allant vers la plage. Celle-ci n'était séparée du lycée que par le terminal pétrolier d'Elf Congo. C'est à l'internat que Coco, âgé alors de 18 ans, va accéder à certains symboles de la modernité. Se servir de l'électricité, user de toilettes modernes, regarder la télévision, prendre des repas à des heures fixes, prendre le dessert, etc. Lui qui dormait sur une natte posée sur un lit appelé Koudika, constitué de lattes que fabriquait Joseph le charpentier, allait enfin connaître le matelas à éponge, posé sur un lit à ressort. L'internat était une bonne expérience de vie pour les enfants issus de familles modestes. Ils vivaient dans une parfaite harmonie. Riches et pauvres étaient logés à la même enseigne. Certes, on pouvait distinguer les élèves issus de bonnes familles, par leur allure, par certains signes extérieurs. Mais bénéficiant des mêmes conditions de travail, soumis au même régime alimentaire et à la même rigueur, il n'y avait pas de quoi être frustré. Même lorsque les nantis possédaient certains objets, à l'ordinaire inaccessibles, le sens du partage les obligeait à en faire bénéficier les autres. Seulement aux heures du repas, le DJ à cassage n'épargnait personne. Il suffisait d'arriver en retard au réfectoire pour en être victime. En dehors des placards qui étaient personnels, et souvent cadenassés, personne n'avait de chambre personnelle. Tout le monde était logé dans des dortoirs de près d'une centaine de lits, à l'exception des maîtres d'internat, qui occupaient des studios bien aménagés à l'entrée des dortoirs. De son studio, séparé du dortoir par une baie vitrée, le maître principal avait une vue sur tous les internes du Vatican, dortoir des internes de seconde. La vision de tous ces lits bien alignés et bien dressés dès 6 heures reste imprimée à jamais dans la mémoire de Coco. Les internes en classe de seconde devaient se coucher à 22h30 après 2 heures d'études. Ils étaient réveillés dès 5h30 par le maître principal. Il agitait alors la cloche située au milieu de la cour de l'internat. À leur réveil, ils disposaient de 30 minutes pour faire la toilette et les lits. Pendant ce temps, les maîtres d'internat s'occupaient à ranger les tables pour le petit déjeuner servi à partir de 6h30. Malheur à ceux qui manquaient de promptitude. Ils rataient leur petit déjeuner. C'était très souvent le cas pour Jean-Luc Distone, un condisciple de Coco au lycée pédagogique. Il était d'une lourdeur indicible, et ne se réveillait jamais au même moment que les autres. Les cours commençaient à 7h et se terminaient à 13h. Le repas était servi à 13h30. Après le repas, une sieste était obligatoire jusqu'à 15h avant de repartir au cours pour certains et d'aller étudier, pour ceux qui n'avaient pas cours l'après-midi. À partir de 17h, les internes devaient assurer l'entretien de tout l'établissement. Balayage des salles de classe et des couloirs, ramassage des papiers dans la cour, etc.
Le dîner leur était servi à 19h. L'étude était rendue obligatoire à 20h, pendant 2 heures pour les élèves de seconde et première, et 3 heures pour ceux des classes de terminale. À l'internat, Coco vivait dans une ambiance formidable avec ses condisciples. Ils étaient en compétition permanente. Quand arrivait le 3e trimestre, c'est à un véritable jeu de la cigale et de la fourmi que se livraient les internes. « Où étiez-vous aux 2 premiers trimestres » demandaient certains aux autres. En effet, ceux qui n'avaient pas obtenu de bons résultats pendant les 2 premiers trimestres étaient inquiets. Ils s'en prenaient alors à ceux qui profitaient du 3e trimestre pour semer la pagaille aux heures d'études. Ces derniers s'amusaient à faire la somme de leur moyenne de ces 2 trimestres, en disant qu'ils ne souhaitaient avoir qu'une moyenne de 0,00 au 3e trimestre pour accéder en classe supérieure. En fait, lorsqu'on a pu avoir une moyenne de 12 à chacun des 2 premiers trimestres, on ne pouvait qu'aller en classe supérieure, vu qu'il suffisait d'avoir une moyenne annuelle de 8 pour être déclaré admis en classe supérieure. Coco comptait parmi ceux-là qui n'avaient pas à s'inquiéter pour le passage. Il avait repris son élan, et avait retrouvé ses réflexes d'élève moyen. Ainsi donc, il passa haut la main en classe supérieure, c'est-à-dire en première pédagogie. Les vacances terminées, Coco retrouva sa bourse à l'internat. Il y était nommé déan le collège de maîtrise, en qualité de maître des travaux. Les membres de ce collège avaient un statut particulier. Ils mangeaient après tous les internes en bénéficiant d'une marge, excédent de vivres que se partageaient les maîtres d'internat. Ils habitaient des chambres de 4 personnes au maximum, et mieux aménagées que les dortoirs. C'était en quelque sorte un gouvernement en miniature. Ils devaient faire régner la discipline et l'ordre à l'internat, défendre les intérêts des internes devant l'administration et assurer à leurs bénéficiaires le partage équitable de la bourse. Coco, qui avait perdu au collège le sens du commandement, qu'il avait pourtant commencé à assumer à l'école primaire, renoua avec l'exercice. Il avait la lourde mission de garantir la propreté à l'internat et dans l'établissement, de gérer le matériel et les équipements collectifs. Coco prit encore une fois peur de vivre ce qu'il avait connu à l'école primaire. Punir des internes récalcitrants, décider de leur sort l'inquiétait. Il voulait décliner l'offre. Mais son avis n'avait pas été sollicité, en amont. Le texte qui le nommait maître des travaux avait déjà été pris et publié. Il ne voulait pas engager un bras de fer avec l'administration. En enfant docile, il céda et fut encouragé par certains de ses condisciples qui avaient les mêmes convictions que lui. Marcelin, co-maître des travaux, Luc, maître des dortoirs et Paca, maître des malades, étaient également des élèves brillants. Tout comme maître KOUTSOUTA, qui préparait son bac C, ce dernier, pourtant très intelligent, se faisait remarquer par son esprit d'homme pressé. Il avait toujours dans sa mallette du pain et du poisson frit, pour, disait-il, ne pas perdre du temps à passer à table. Il était reconnu à l'unanimité que c'était une équipe de cracks, comme on n'en avait plus vu au lycée depuis plus de 5 ans. Traditionnellement, les maîtres d'internat étaient tellement occupés qu'ils manquaient souvent leur passage en classe supérieure et se retrouvaient exclus de l'internat. On se moquait d'eux en disant qu'ils étaient plus attirés par la marge. Ils consacraient donc peu de temps aux études. Heureusement, l'équipe de Coco s'en sortit assez bien. Coco, Marcelin, SANGALI, BAYOUNDOULA et Paca furent admis en terminale. Ils allaient affronter le bac avec un sentiment de fierté, mêlé à l'émotion, à la peur d'échouer. À cette époque, il était de mode de s'intéresser à l'astrologie et à la magie. Nombreux pensaient que la réussite passait par ces voies. Les organisations comme la Rose-Croix, la Fraternité Blanche Universelle, FBU en sigle, étaient en vogue chez les intellectuels. Des enseignants comme Yeke, ONDZE, POATI, brillants professeurs de français, allaient se faire remarquer par leur habillement en plus de leurs compétences. Ils étaient toujours vêtus de blanc. Il semblait que c'était la règle à la FBU. Mais en étaient-ils réellement membres ? Nul ne le savait. On disait par exemple que le proviseur et le directeur des études étaient de la Rose-Croix. Était-ce vrai ? Coco ne pouvait le savoir. Monsieur POATI, par exemple, fera savoir à Coco plus tard qu'il n'avait appartenu à aucune secte ni église. Il était plutôt un athée convaincu à l'époque.
C'est dire que les élèves se méprenaient beaucoup sur les croyances et les convictions chrétiennes des professeurs, dont ils voulaient se servir de modèle. Une chose était certaine, c'était une génération d'enseignants brillants. Ils avaient à peine la trentaine, mais ils étaient d'une rigueur exemplaire. Le proviseur, par exemple, Pierre Justin, était une personne autoritaire et influente. Lorsqu'il se pointait dans la longue allée du lycée qui partait de l'administration au réfectoire de l'internat, plus une silhouette ne pouvait être aperçue. Professeurs et élèves se bousculaient pour libérer l'allée à la personne qui était pourtant éloignée. Les élèves internes se demandaient s'il dormait effectivement, et à quelle heure il se réveillait. Il restait dans son bureau jusque tard dans la nuit. Les élèves de terminale qui finissaient l'étude à 23h30 disaient l'apercevoir. Pourtant, dès SH30, à l'heure du réveil des internes, il était déjà debout, bien habillé, longeant les couloirs et s'assurant que les élèves étaient tous réveillés. C'est dans cette ambiance que Coco et les autres affrontèrent le baccalauréat. Il fallait écrire à des maisons de magie pour commander stylos, mouchoirs, médailles, etc., afin de figurer parmi les admis. Les élèves se distribuaient des adresses comme des bouts de pain sous les pupitres. « As-tu écrit à AKAJI ?» demanda Coco à un condisciple. « Non, moi j'ai écrit à NELHY en Inde, répond-il. J'ai plusieurs adresses que je pourrais te donner. Un de ses grands maîtres avait d'ailleurs un nom difficile à prononcer, et Coco se demandait comment il y parvenait. GBOUGBO Kojo AGBELOWOSSI. Finalement, Coco choisit d'écrire à AKAJI qui lui proposait un catalogue bien fourni avec des médailles et stylos à des prix abordables. Malheureusement, ce n'est pas un stylo qu'il reçoit, c'est plutôt un mouchoir blanc bien parfumé et au milieu duquel était dessiné un pentacle. Coco fut très déçu, et commença à comprendre qu'il s'était fait rouler. Il a mis pourtant beaucoup d'argent dans sa commande. Comment pouvait-on lui demander d'ajouter de l'argent pour recevoir le stylo ? En plus, nous étions en mai. Le bac devait avoir lieu dans moins d'un mois. Était-il possible de relancer la commande pour avoir mieux ? Pas sûr. Il demanda à ses condisciples ce qu'il lui fallait faire. Hélas. Il était seul dans son cas, et les autres ne savaient quel conseil lui prodiguer. Il décida tout de même de suivre les instructions de la lettre qui accompagnait le colis. Seulement il fallait respecter des rites, parfois délicats. Prier à des heures indues, minuit, 3 heures du matin, veiller à ce que le mouchoir ne soit touché par personne d'autre au risque de devenir fou. Coco avait d'ailleurs le souvenir de beaucoup de personnes atteintes de troubles psychiques, pour avoir commandé des objets magiques. Son grand-père Nenei, son Nduchi 8, dont il hérita le prénom Anatole, du temps où sa secte fonctionnait, recevait ce genre de malades par dizaines. Il fallait donc respecter les règles. Mais comment obéir à une telle discipline, en vivant à l'internat ? Le cœur serré, Coco décida de sortir de l'internat. Il retrouva en pleine année scolaire sa piole en planches éclatées, aux tôles bien pourries à cause des feuilles d'avocatier et de manguier qui s'y déposaient au point qu'à la moindre pluie, le lit de Coco était toujours arrosé, son linge bien mouillé et sa chambre inondée. Il utilisait des bougies pour lire à défaut d'une lampe tempête sans verre. Il avait aménagé une petite caisse cadenassée dans laquelle il enfermait son mouchoir, de peur que ses cadets ou amis n'y accèdent. Il décida d'ailleurs d'acheter une serrure pour pouvoir fermer sa chambre à clé. La porte n'était alors fermée que par une pointe qu'il déplaçait en faisant passer sa main par la fenêtre. Coco essayait de se concentrer dans ses prières, mais n'éprouvait pas les sensations dont parlaient ses amis. Ils lui conseillèrent de se mettre totalement nu, au moment des invocations. Malgré cela, rien n'y faisait. Il ne ressentait aucun effet. Mais crédule, il poursuivit ses rites jusqu'au jour de l'examen en respectant les consignes de son grand maître. Cependant, il ne reçut aucune révélation, même pas un rêve pour lui parler des leçons qu'il devait lire. Il s'en alla tout de même passer ses examens avec crainte. Il se rappela son frère aîné qui a manqué son bac, et se retrouvait à la maison. Il se souvint également de son cousin Sarox. Il s'est mis dans les dispositions de l'échec en se disant qu'admis ou pas, il irait enseigner. Il a donc tout de même un poste budgétaire qui l'attend. Il ne sera pas comme son frère aîné. Mais n'empêche. Un échec est toujours difficile à supporter. Il l'avait subi en 3e.
Comment se sentirait-il face à ses condisciples? Pourquoi certains devaient-ils être bacheliers, mais pas lui? Certes, la série pédagogique était plus complexe que les autres. Toutes les disciplines comptaient pour l'examen. Si dans les autres séries les épreuves ne duraient que 2 jours pour 4 matières, en section pédagogique, il fallait 3 jours pour 6 matières. Toutes les autres disciplines qui n'avaient pas été passées à l'écrit, vous attendaient à l'oral. Pourtant, les programmes en mathématiques et en sciences physiques étaient allégés pour les élèves de la série A d'eux-mêmes, les programmes des lettres, de la philosophie et de l'histoire-géographie l'étaient pour les séries C et D malheureusement. En section pédagogique, les programmes des matières littéraires étaient aussi corsés que ceux des séries A, tout comme les programmes des matières scientifiques étaient calqués sur ceux de la série C ou D. On avait donc impression que les élèves de la section pédagogique passaient un bac extraordinaire et savant. Heureusement pour Coco, les choses s'étaient bien passées. Les sujets étaient moins difficiles qu'il ne l'appréhendait. Même les maths, dont le programme était plus proche de celui des séries scientifiques que de la série A, lui avaient paru abordables. À ce propos, il faut avouer qu'il avait bénéficié dans la préparation de son examen, de l'encadrement de 2 condisciples, Adrien et Évariste. Il fallut attendre la publication des résultats. Le jour venu, Coco fut déclaré admissible. Voilà qui n'était pas déjà mal. Ils étaient 11 en série pédagogique sur 120 élèves. Aucun admis au premier tour des épreuves. Quid des autres collègues qui étaient avec lui dans le réseau de la magie? Aucun d'entre eux ne fut admis au premier tour. Coco ne retrouva comme admissible que Luc, Dibou, Paca, Abraham. Bref, tous ceux que le travail à l'école prédisposait à la réussite. Ils comprirent tous alors qu'ils s'étaient fait piéger, et qu'il n'y avait aucune autre voie de succès que le travail. Coco abandonna son talisman, et se mit à se préparer pour ses épreuves orales. Il travailla durement, et affronta sans peur ses examens. Il fut déclaré admis, et ce soir-là toute sa famille était accrochée au transistor pour suivre la publication des résultats. C'était la grande joie et la grande fierté d'avoir enfin pour une fois, un bachelier dans la famille biologique. Du côté maternel de Coco, seul Patrice, le fils de l'oncle de sa mère, avait eu son bac. Du côté de son père, mis à part Sarox, seul Laurent Panosky, frère de Sarox, avait réussi l'épreuve. Avec Coco, la famille comptait désormais 4 bacheliers, tant du côté paternel que du côté maternel, sur plusieurs générations. Ce n'est que plus tard, en 1988, que 2 autres cousins le rejoignirent. Roger Bongo, juriste, et Méthode Goma, un économiste qui enseigne actuellement à Paris. Le bac et après? L'essentiel est de vous former d'abord un plan général des études que vous êtes sur le point d'entreprendre, de suivre ce plan avec ordre et avec fidélité. Ce n'est point ici l'ouvrage d'un jour. Quelque lent qu'en soit le progrès, on arrive toujours à la fin qu'on se propose. Achef d'Aguesseau, Instructions sur les études propres à former un magistrat, une œuvre de Monsieur le chancelier d'Aguesseau, I. Paris 1759, page 258 et S. Nous sommes en juillet 1986. Un grand événement retient l'attention des Congolais en général, et des Ponténégrins en particulier. C'est le procès de Jean-Pierre Thystère Chikaya, ancien numéro 2 du régime, Claude Ernest Ndala et autres. Ils sont accusés d'avoir, à Brazzaville, entre mars et juillet 1982, commandité ou perpétré des actes d'assassinat par des moyens d'engins de guerre ayant occasionné l'explosion des édifices et morts d'hommes au cinéma Star et à l'aéroport de Maya Maya. Le procès, qui a duré plus de 3 semaines, a été un grand moment de compassion pour les populations de Pointe-Noire en faveur de Jean-Pierre Thystère Chikaya, lui-même originaire de la région du Kwilu dont Pointe-Noire est le chef-lieu. Elle le croyait être accusé à tort dans une affaire aussi grave. Mais pour Coco, ce n'était pas tant le cas des individus qui l'intéressaient, qu'ils fussent coupables ou innocents, que le débat de droit et le numéro des avocats et juges professionnels qui le passionnaient. Il était content de voir avec quelle éloquence les avocats maniaient la langue de Molière, réciter les règles de droit. En plus de maître Milandou qu'il avait connu depuis le collège, au palais de justice de Pointe-Noire, lorsqu'il allait à ses heures creuses assister à des audiences, il découvrit d'autres magiciens du verbe et du droit comme maître Mbemba, Malonga, Brudet et Penapitra.
Son rêve d'antan se raviva, et Coco renoua avec ses envies de devenir avocat. Il était également passionné par la verve oratoire de Placide Lenga, et par l'impérium qu'il incarnait. Celui-ci occupait le siège du ministère public. Coco se laissa alors embarquer dans des conflits internes comme avocat ou magistrat? Mais avant tout cela enseignant ou juriste? Du coup, il ne savait plus que faire. Il savait d'avance qu'il ne pouvait pas compter sur Sarox pour l'aider à s'inscrire en droit. Pour ce dernier, Coco n'avait d'autre choix que d'intégrer la vie active. D'ailleurs, ne pouvant bénéficier d'une orientation d'office du fait de son bac pédagogique, il n'avait pas à espérer poursuivre des études à l'université. À moins de s'inscrire de son propre chef comme auditeur libre, de suivre des cours sans bourse. Mais comment se prendre en charge sans bourse dans une ville comme Brazzaville? Sarox accepterait-il de l'héberger, alors qu'il lui aurait désobéi? C'était moins sûr. Mais comment faire comprendre à Sarox que Coco pouvait à présent suivre de longues études, et les réussir? En septembre 1986, Coco se rend à Brazzaville pour y retirer son diplôme. L'occasion était également venue d'engager une discussion avec Sarox. D'ailleurs, Coco venait d'être informé de son orientation à l'Institut national des sciences de l'éducation, INSSED. On y a affecté les 2 premiers de chaque section pédagogique, en tenant compte de l'âge. Coco répondait aux critères et fut retenu. Il eut également l'information selon laquelle, en tant qu'activiste de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise UJSC, il pouvait bénéficier d'une bourse à l'étranger, en l'occurrence en Union soviétique. Isidore Mvouba, une de ses idoles politiques, s'y employait déjà. À l'époque, celui-ci occupait le poste de premier secrétaire de l'UJSC dans la région du Kwilu. Il lui demanda de déposer d'urgence un dossier à la Fédération nationale de la jeunesse scolaire, FENAJESCO. Coco se disait donc prêt à affronter Sarox. Il avait cette fois-ci de bons arguments pour le dissuader de l'envoyer dans l'enseignement. Ce n'est pas qu'il lui manquait la vocation d'enseigner, mais il pensait qu'à son âge, en raison de ses aptitudes, il pouvait étudier davantage et espérer rejoindre l'enseignement plus tard, à un niveau plus élevé. 2 années à l'INSSED lui permettraient au moins d'enseigner au collège, et peut-être bénéficierait-il encore d'une chance de poursuivre des études pour enseigner directement au lycée au bout de 3 ans par exemple. Un soir, Coco rencontra donc Sarox. Difficilement, il réussit à introduire le sujet. Mais la réaction de Sarox fut sévère et sans appel. « Non, tu dois aller enseigner. Pense à tes parents. Les études, c'est bien. Mais un poste budgétaire, c'est plus rassurant. Je suis au ministère des Finances, et je peux te dire que ce n'est pas sûr qu'il y ait encore un recrutement à la fonction publique l'année prochaine. Je ne veux pas que tu subisses le sort de tes frères. Il vaut mieux que tu garantisses ton emploi quitte à poursuivre tes études plus tard. Ce qu'il faut souhaiter, c'est obtenir ton affectation à Brazzaville. Tu pourras alors t'inscrire en faculté ou à l'INSEJAG, pour essayer de concilier le boulot et les études. C'est peut-être dur, mais avec un peu de volonté tu parviendras. Sarox avait ainsi clos la discussion. Il sortit et laissa Coco seul dans la maison. Coco, qui n'avait plus que ses yeux pour pleurer, imaginait déjà... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.